Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Vincent Mortier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, directeur des gestions d'Amundi. Bon, la France n'a donc pas de budget pour 2025, elle n'a plus de Premier ministre et de gouvernement. Et pourtant, les taux à 10 ans sur la dette souveraine française, ces taux sont à même pas 2,90%, 50 points de base de moins qu'en juillet dernier. Donc il n'y a pas de quoi verser dans le catastrophisme, il n'y a pas de drame. Non, il n'y a pas de drame. Sur les marchés. Sur les marchés. Sur le financement de la dette française. Absolument. Bon, le marché est assez efficient finalement. Il y aura un budget, ça c'est sûr. On n'aura pas de situation à l'américaine avec un shutdown, donc une fermeture des services publics ou des drames temporaires d'absence de financement ou de paiement des salaires des fonctionnaires. Donc il y aura un budget, la question c'est quel budget on aura. Donc il y a différents mécanismes dans la Constitution, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais entre l'article 45 47, on sait qu'on aura un budget, sans doute un budget en continuation, qui donc va dégrader un tout petit peu le déficit, mais un tout petit peu. Et finalement, le marché... Dégradé par rapport... oui, vous avez raison. Pas par rapport au niveau actuel, par rapport à la prévision. Là où voulait atterrir Michel Barnier. Exactement. Pardon pour la précision. Non, vous avez raison de préciser. Donc, c'est-à-dire en continuité de la situation actuelle. Donc 5, quelque chose %. On sera à 5,3, 5,4, 5,5. Si on est en pure continuité, c'est-à-dire sans hausse d'impôts et sans hausse sur l'indexation des dépenses sur l'inflation, on serait plutôt vers les 6%. Mais bon, c'est à peu près la même chose. Et en fait, le marché, à la fois action et obligataire, donc les taux, dès la dissolution, avait en fait corrigé. Rappelez-vous que le CAC, en fait, depuis la dissolution, on a 10% de sous-performance par rapport au reste de l'Europe. Cette prime de risque... C'est 12 pour être précis. D'accord, voilà. Alors ça varie chaque jour, mais une grosse dizaine. Ouais. Et en fait, cette prime de risque n'a pas vraiment disparu. Elle a toujours été présente. Et le marché, en fait, avait déjà intégré le fait que le gouvernement Barnier était sans doute en période d'essai. Bon, au bout de 3 mois, la période d'essai n'a pas été conclue. Que, effectivement, il y avait toujours des questions de travers budgétaire. Mais mieux encore, les taux à 10 ans français sont plus bas qu'au mois de juillet. Oui, alors absolument. C'était pas... Oui. On aurait pu imaginer, je rappelle que Michel Barnier nous a parlé de tempête si le gouvernement était renversé. Alors, vous avez raison. En fait, le marché raisonne plutôt en différentiel de taux entre l'Allemagne et la France, par exemple. Ouais, mais nous, notre problème, c'est les marchés. Pour la France, ce qui est important, c'est le niveau auquel elle s'endette. On est d'accord. Mais comme, entre-temps, la BCE est toujours une trajectoire de baisser les taux, ça nous sauve. Et de manière plus résolue, je dirais, que la Fed, et que par ailleurs, comme la croissance économique européenne est un peu faiblarde, nous pour la France, on a 1% de croissance pour l'année prochaine en prévision, et donc le marché ont eu tendance, tous les taux européens ont eu tendance à baisser. Les taux allemands, etc. Et donc le taux français, effectivement, est moins élevé qu'en juillet. Le différentiel de taux entre l'Allemagne et la France... 90 points de base, un peu moins. Et un peu moins de 80, voilà. 85. Et pareil, il n'y a pas de... Non, il avait raison, Emmanuel Macron, en disant qu'il ne faut pas faire peur aux gens, en évoquant un risque de crise financière. Alors, il avait raison. Il a raison. Il a toujours raison sur ce point-là. Puisqu'en fait, la France, on est à 112% d'endettement par rapport au PIB. Je rappelle que les États-Unis sont à 120, par exemple. Et on voit bien que comme l'inflation en France est dans les 1,5% à peu près, et on voit bien qu'il y a une tendance plutôt à la déflation qu'au retour de l'inflation. Et donc, quand vous avez 2,9% sur la dette française, en fait, le taux réel qui est servi aux investisseurs, c'est 1,5. C'est 1,5. Ce qui est beaucoup. Historiquement, les taux réels se baladent entre 0 et 1% en Europe. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que cette chute, cette perspective, cette chute du gouvernement Barnier n'a pas déchaîné d'attaques spéculatives, encore une fois, coordonnées contre la France, à la fois sa dette ou ses actions. On a pu imaginer que les hedge funds nous foncent dessus. Pourquoi ils nous ont épargnés? Pour cette raison-là? Oui, c'est-à-dire qu'ils l'ont déjà un peu fait au moment de la dissolution. Quand le spread est passé de 50 à 85, dans les jours qui ont suivi la dissolution, bon là, évidemment, le marché s'est réajusté. Il y a zéro panique. C'est la journée qu'il y a zéro panique. Nous, en France, on panique, etc. Ouais. Beaucoup de commentaires, etc., d'instabilité politique, de crise politique.
Mais sur les marchés, sur les actifs français, Oui. à la fois le CAC 40 qui sous-performe grave, et on va en parler, les autres indices boursiers, et même sur les taux de financement de la France, le spread qui s'est un peu écarté par rapport à l'Allemagne, mais il n'y a pas de panique, lac. Hein. Parce qu'on est dans un environnement aussi relatif et concurrentiel. Ouais. Les États, entre eux, sont en concurrence pour émettre de la dette et attirer les investisseurs. Et nous, ce qu'on voit avec nos clients, alors pas forcément les clients français, mais les grands clients internationaux, et notamment en Asie, c'est qu'à 3% de taux d'intérêt, ils sont acheteurs. Ils trouvent la dette française. Oui, ils trouvent que c'est un niveau intéressant. Donc, et ils n'ont pas de doute sur le fait que la France a des atouts, qu'elle est solide, et donc on a tout à un prix finalement. Alors certes, lorsque l'écart avec l'Allemagne était beaucoup plus faible, on peut dire que la prime de risque n'était pas suffisante, mais là, avec un écart qui est de l'ordre de 90 points de base, on pense que 100 points de base, c'est le maximum. À 100 points de base d'écart avec l'Allemagne, là vous avez beaucoup d'intérêts acheteurs. Ah oui, d'accord. Et donc, il y a beaucoup de gens qui attendent. Comme ils veulent acheter, il faut baisser le spread. Il faut baisser le spread et donc le taux. Donc, c'est ça qu'on n'est pas du tout inquiet. Non, pas d'inquiétude. En tout cas, pas d'inquiétude à court terme. Après, on peut discuter à 5 ans ou à 10 ans, mais à court terme, pas d'inquiétude. Il y a des refinancements qui sont disponibles au taux actuel. Et encore une fois, c'est un jeu relatif. Les États-Unis émettent énormément de dettes. Donc à un moment donné, les gens veulent se diversifier. Ils sont à 4,25 ou 4,20 oui, sur le 10 ans américain. Exactement. Donc la France à 3% avec une inflation à 1,5, finalement, c'est pas un mauvais pari. Donc les marchés ont intégré quoi sur la France? Que la France peut être sans gouvernement jusqu'en mi-2025? Les marchés ont intégré que la France va être dans une situation un peu de gel. Et donc une trajectoire de déficit qui va pas se dégrader fortement, mais qui ne va pas non plus s'améliorer fortement. Même si on rate notre objectif l'année prochaine de 5 et quelques % du déficit public, oui. Il n'y a pas de... Donc on reste ça ne bronchera pas. Donc on reste dans ces eaux-là, ce sera jugé acceptable, et tant que les agences de notation n'agitent pas le spectre de plusieurs dégradations. Aujourd'hui, le taux français, en fait, implicitement, intègre 2 dégradations de crédit, ce qui est beaucoup. Donc il y a de la place en fait. Ouais. Il y a de la place pour que ça dégrade sans que ça impacte le spread franco-allemand. Exactement. Bon, donc ça c'est pour les marchés de taux. Donc il n'y a pas de zone rouge, il n'y a pas de... Non, et même paradoxalement, de notre point de vue, il pourrait y avoir une opportunité d'achat qui peut arriver si le marché commence à se tendre. Et donc nous on est positionné pour... Sur les taux, on parle des taux. Oui, absolument. On parle des taux, sur les taux. Sur le taux souverain français. Absolument. Bon. Ok, maintenant sur ce qui est du CAC 40, qui résiste, alors qu'encore une fois la France s'enfonce dans la crise politique. Ça peut surprendre le commun des mortels. Pourquoi est-ce que les investisseurs comme ça enjambent cette crise politique, ou encore une fois il faut raisonner en différentiel? Non, alors oui, il résiste pour 3 raisons. Le CAC 40 qui perd quoi? Qui perd 3 à 4% depuis le début de l'année. C'est ça. Et aujourd'hui il est en hausse, hier aussi. Donc il y a 3 raisons fondamentales. La première, c'est que dès la dissolution, il y a une prime de risque qui s'est mise, spécifique. Et aujourd'hui, les actions françaises se traitent à 12,8 fois les résultats l'année prochaine. La moyenne historique, c'est 13,8. Donc on est un peu en dessous, alors que le marché européen se traite à la moyenne historique. Donc on a mis cette décote, de genre de 10%, alors 12, qui s'est installée, qui va durer, de mon point de vue, mais elle est déjà intégrée. Donc en fait, il n'y a pas eu de réaction, puisque c'est déjà intégré dans les cours. En revanche, en termes de soutien, le fait qu'on n'ait pas de budget, enfin le budget qu'avait préparé le gouvernement Barnier... Avec des surtaxes d'impôts sur les sociétés, notamment sur les boîtes du CAC 40. Exactement. Donc paradoxalement, à court terme... Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, parce que la surtaxe sur les profits, notamment pour les très grandes entreprises... Ce qui s'explique la hausse du CAC 40, là, depuis hier et aujourd'hui, parce que finalement, il n'y aura pas plusieurs milliards d'euros d'impôts sur les sociétés en plus, payés par les boîtes du CAC 40. C'est mathématique. Ouais. Alors, en attendant, évidemment, de voir... s'il y a une nouvelle loi de finances qui paraît, qu'est-ce qu'il y aura dedans. Mais ça a été clairement un facteur de soutien depuis quelques jours pour les très grandes capitalisations, donc en gros pour le CAC 40. Puis dernier élément, quand on regarde par rapport au CAC 40 pondéré par la taille des entreprises, la France, c'est 15-16% des revenus. Donc nos grandes entreprises du CAC 40, en fait, sont à 85% actives hors de France. Ouais, oui. Donc finalement, les turpitudes françaises, alors, sont importantes pour l'impôt,
Mais pour l'activité économique et la génération de résultats, c'est presque de second ordre. Vincent Mortier, donc si on a, encore une fois, je reviens à l'idée que si on a des gouvernements qui chutent les uns après les autres jusqu'au mois de juillet, moment à partir duquel le président peut de nouveau dissoudre l'Assemblée nationale, il n'y a pas de raison que ça tangue à la fois sur le CAC 40 et sur les taux souverains français. Ça a déjà tangué. Donc on va garder ces primes de risque. Et là, pour le coup, une nouvelle dissolution en juillet serait l'événement important à suivre. Parce que ça rebattrait les cartes. En revanche, jusqu'à juillet, il n'y a pas de raison, au niveau spécifique français, que la prime de risque augmente sur la France. Donc après, la question, c'est quelle est la vision sur les marchés mondiaux? Parce que la France n'est pas autonome. Donc si on a des gros mouvements à la hausse ou à la baisse, aux États-Unis, etc., voilà. Mais en termes spécifiques français, je dirais, le marché a déjà intégré l'ensemble du scénario jusqu'à l'été. Il y a une crise politique aussi en Allemagne. Et pour autant, le DAX prend plus de 20% depuis le début de l'année, quand le CAC 40 en perd 3,5%. Comment vous l'expliquez? Parce que même ils ont à la fois la crise politique et ils ont la croissance zéro. Absolument. Alors l'Allemagne, c'est zéro de croissance depuis 3 ans. Ce qui est quand même un choc majeur pour les Allemands, qui est habitué quand même à être la locomotive de l'Europe. Donc l'Allemagne est touchée au placard de son modèle. Et l'annonce d'élection le 23 février prochain, et la formation d'une nouvelle coalition sans doute dirigée par la CDU, en fait, a été prise comme une bonne nouvelle par le marché, puisque pour la première fois, des politiques allemands, notamment de la CDU... Attention, c'est important ça, allez-y. Évoquent la possibilité éventuellement, de relâcher les contraintes, notamment budgétaires, qui sont dans la Constitution. En Allemagne, vous savez qu'il y a un plafond de dette. L'Allemagne est le seul pays en Europe qui peut emprunter encore énormément. Ils ont un ratio de dette sur PIB de 60% du PIB. 60%. Ouais, 60, on est à 100. Ils ont quand même énormément de place. Et la pression qui viendra de la population allemande va aller croissante pour que l'Allemagne fasse une relance budgétaire. Donc la question, c'est pas tant est-ce qu'ils vont en faire une, c'est quelle sera l'ampleur. Et le momentum. Ce qui aussi peut être positif pour la France. C'est ça qui explique donc que le DAX prenne 20%. Oui. D'accord. Donc c'est vraiment de dire qu'il y a... En fait, l'instabilité politique en Allemagne est vue comme une bonne nouvelle. Et alors, si d'aventure, en mars, avril, avec la nouvelle coalition, l'Allemagne rentre dans un agenda différent et une stimulation budgétaire, ce sera positif pour la France aussi. Évidemment. La France est le premier partenaire commercial de l'Allemagne. Donc là aussi, ça, par effet de ricochet, ça rassure aussi un peu les marchés s'agissant de la France. Bon, et la contre-performance, Vincent Mortier, du CAC 40, donc elle va subsister en 2025? Alors, je crains qu'elle continue, c'est-à-dire que la prime de risque s'installe. Il faut regarder aussi après, secteur par secteur, la composition du CAC est très différente de la composition du DAX ou du MIB en Italie. Donc en France, on a plus de luxe, par exemple, on a moins de banques en termes de poids dans l'indice. Ce qui a bien marché cette année, c'est les banques, par exemple. Donc, pour voir la performance du CAC, il faut aussi essayer d'anticiper la performance des gros secteurs du CAC. Donc, en termes de multiples, je ne pense pas que la prime de risque va se combler rapidement, en tout cas pas avant l'été. Après, valeur par valeur, il faut regarder les résultats, les perspectives, et ce sera plus une histoire individuelle de chaque action qu'une histoire d'indice. Au niveau de l'indice en général, il n'y a pas de raison particulière, avec une croissance à 1% l'année prochaine, que le CAC fasse des miracles en relatif. Mais il n'y a pas non plus de raison qu'il performe beaucoup moins bien à partir de maintenant que les indices européens en moyenne. Et américains, parce que Wall Street, c'est évidemment... Alors, américain, c'est une autre planète. C'est fou, ça. Est-ce que Wall Street, d'ailleurs, peut continuer sur sa lancée en 2025, après une nouvelle année exceptionnelle, entre 25 et au moins 25%, entre le Nasdaq et le S&P 500? Ça peut durer encore quelques mois, parce qu'il y a un momentum qui est gigantesque. Juste sur les 4 dernières semaines, 150 milliards de dollars ont été investis dans les fonds actions américaines et les ETF américains, lorsqu'il y a eu 8 milliards de dollars de sortie des actions non américaines. Donc il y a un seul trade depuis l'élection de Trump, c'est acheter les États-Unis. Il n'y a que ça. C'est un pari gagnant. Pour l'instant, oui, parce qu'en fait, c'est un effet autoréalisateur. Donc le particulier américain, aujourd'hui, achète, depuis l'élection, chaque jour, 5 fois plus d'actions qu'avant l'élection. Et il achète souvent avec des produits à effet de levier. Signe de l'euphorie. Alors voilà.
Alors ça s'autoréalise, donc tout va bien. C'est comme la musique tourne, joue toujours. Bon, mais plus vous êtes sur des produits leveragés, sur des achats découverts d'actions, donc à crédit, bah plus ça devient compliqué en termes de volatilité. S'il y a de la volatilité, là pour le coup, les investisseurs individuels américains vont commencer à sentir le... Je ne me sens pas trop à l'aise avec le marché américain. Alors objectivement, alors aujourd'hui on est au 2%, c'est-à-dire on est en termes de valorisation, même si je mets de côté les très grandes capes, on est à un niveau qu'on n'a pas vu, qu'on ne voit que dans 2% des cas. Donc c'est quand même c'est assez rare. Il est toujours assez concentré, et les prévisions de croissance de résultats qui sont incorporées dans les cours et dans le consensus sont 2 fois supérieures à notre propre estimation. Donc, est-ce que vous voulez payer 22,5 fois les résultats de l'année prochaine, qui eux-mêmes sont un peu surévalués de notre point de vue, pour une économie qui pourrait très bien, à partir du milieu de l'année prochaine, commencer à souffrir avec les mesures de Trump, puisque le combat contre l'immigration légale et illégale, c'est mauvais pour la croissance. Les barrières douanières, à moyen terme, c'est mauvais pour la croissance et c'est mauvais pour l'inflation. Ça donne plus d'inflation. Donc on prend la situation aux États-Unis, c'est notre scénario alternatif. On a une croissance qui pique du nez en milieu d'année prochaine, et une inflation qui repart à la hausse aux États-Unis. Mauvais cocktail, ça. Le marché n'est pas du tout prêt pour ça. Donc pour acheter aujourd'hui à ces niveaux-là, aux États-Unis, il faut être hyper confiant sur le fait que les États-Unis vont continuer à croître à 3-4% de PIB réel par an, et que l'inflation restera sous les 2%. C'est un pari qu'on peut prendre, mais... C'est un pari qu'on peut prendre, mais je dirais la distribution des gains potentiels devient quand même contestable en termes de... Voilà. Les paris gagnants en matière d'allocation d'actifs pour 2025, ceux à ne pas prendre et ceux qu'il faut prendre selon vous? Alors, sur le CAC 40 par an, vous achetez vous du CAC 40 à 7300 points? Alors, on est neutre, pour être clair, sur le CAC 40. Donc on a plutôt une approche par secteur ou valeur. Okay, ouais. Donc ce qu'on regarde dans le CAC 40, c'est on sélectionne des entreprises qui sont dans le spectre de qualité et value, ce qu'on appelle. Donc c'est-à-dire des boîtes assez résilientes. Et on n'achète pas, on est sous-pondéré sur les valeurs plus cycliques et les quelques valeurs technologiques. Il n'y en a pas beaucoup dans le CAC. En revanche, là on trouve toujours de la valeur, c'est dans l'Asie en général. Donc les grands paris macro à prendre. Donc les grands paris macro, c'est Asie, de l'Inde au Japon. En passant par la Chine? En passant alors par la Chine, mais pas toute la Chine. Donc la partie la plus centrale du marché, donc c'est les indices larges mid-cap chinois, qui sont vraiment pas chers et qui sont très domestiques, et donc moins sujets aux tensions géopolitiques internationales. Donc c'est les indices, aux États-Unis, c'est une approche équipondérée. Donc on aime pas... Vous êtes neutre sur le marché américain? Alors on est neutre au global, mais on est sous... Vous l'étiez il y a un an ou deux, neutre sur le marché américain? Vous étiez comment? On a été, honnêtement, on a un peu été volatile. C'est-à-dire qu'on était sous-pondéré, neutre, surpondéré. En rentrant dans l'élection, on était surpondéré en fait. Donc là, on a pris des profits. Parce qu'à un moment donné, les arbres n'ont pas jusqu'au ciel. Et à ces niveaux-là, il vaut mieux en fait faire une rotation. Donc en fait, on a vendu les grandes capitalisations, donc en gros le S&P 500, et on a acheté du S&P 500 équipondéré. Donc c'est-à-dire que chaque valeur a le même poids. Ouais. Ce qui est une manière d'élargir, en fait, de diversifier les paris. Et d'être moins dépendant des 7 magnifiques. Exactement, exactement. Donc ça, c'est le trade qu'on aime bien. Et également les valeurs moyennes, donc le Russell 2000, qui a très bien marché ces derniers temps. Et l'or, l'immobilier, le bitcoin, on fait quoi de tout ça? Alors, l'or, c'est toujours une diversification intéressante. L'or a beaucoup monté, en fait, sur la base d'achats d'investisseurs de long terme. Banque centrale, fonds souverains, etc. Pour en fait se diversifier du dollar. Ouais. Donc et je pense que ça va continuer. Le bitcoin n'est pas l'or digital, hein, même si certains voudraient le... À 100 000 $, on y est là. Hein. Je sais. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que à 100 000 $, c'est là où il y a l'intérêt acheteur qui se réveille. C'est toujours pareil, hein, les façons de se passer amènent des achats. Bon, sur le bitcoin, j'ai un vrai problème fondamental, qui est, le bitcoin est né sur un concept de finance décentralisée. Une finance qui s'absout des États. Bon là justement, pourquoi ça monte? Parce que l'État américain
montre un intérêt au Bitcoin, peut-être un fonds souverain, une régulation spécifique, etc. Il y a des ETF, d'ailleurs, Bitcoin maintenant aux États-Unis autorisé par la SEC. Ouais. C'est un grand paradoxe. Normalement, le Bitcoin n'est pas fait pour ça. Donc, le valeur d'usage du Bitcoin, qui était finance décentralisée, anonyme, etc., et qui en fait est au-dessus des États, à mesure que les États-Unis s'intéressent et régulent le Bitcoin, pour moi, ça vient totalement... Ça devrait faire baisser la valeur, en théorie. En théorie, oui. Ouais, sauf qu'il y a les intérêts et que tous les Américains, 20% des Américains détiennent des bitcoins. 20%. On est exactement dans ce qu'on appelle la gamification ou la prophétie autoréalisatrice. Qui se termine comment? Qui se termine mal, en général, mais ça va prendre du temps. Donc, tant qu'il y aura des intérêts acheteurs... ça reste du casino pour vous, le Bitcoin? Ah oui. Oui. Alors, le Bitcoin un peu moins que les autres cryptos, parce que le Bitcoin était un antécédent, c'était la première, et puis surtout un nombre limité. Les autres, c'est pas le cas. Donc c'est encore pire. Voilà. Bon, donc si on retient un seul pari à prendre en gestion, en allocation d'actifs sur 2025, on retient lequel? Le pari fort à prendre? Les émergents? Alors, le pari fort, c'est d'abord, c'est idiot de le dire, mais c'est la diversification. Ah oui, ça me paraît qu'on prend tous les ans, ça. Oui, mais là, c'est particulièrement valable. Je vois trop de clients qui ont 5 actions. Non. Si, ou 10. Et en général, que des méga caps américaines. Ouais. C'est pas très à mon pari pour l'avenir. Vous mettez un peu plus diversifié. Diversifié et décorrélé, parce que c'est pas les... Et décorrélé, voilà. Parce qu'il y a la vraie fausse diversification, ce qu'il faut c'est trouver. On est d'accord. Quels sont, on finit là-dessus, les actifs vraiment qui sont vraiment décorrélés les uns des autres? Comment on choisit? Parce que une action européenne et une action américaine, il y a une corrélation évidemment entre les deux. Alors, ça c'est sûr. Dans ce qui est vraiment décorrélant et décorrélé, c'est l'or. C'est les actions asiatiques et chinoises qui sont qui n'ont rien fait pendant 4 ans. Quoi. Oui, on est d'accord. Ouais. Mais justement, c'est parce qu'elles n'ont rien fait pendant 4 ans peut-être qu'il faut s'y intéresser. Ouais. La corrélation est très très faible avec les marchés américains et on est sur des niveaux de valorisation qui sont à 7-8 fois les résultats. 22 aux États-Unis, 8 fois... Tout le monde s'arrache les États-Unis et personne ne veut de la Chine. Voilà, pour l'instant. Jusqu'au jour où. Pour l'instant. Ouais. Ça peut aller très vite dans l'autre sens. Donc ça, c'est intéressant et décorrélant. Et d'une manière générale, les matières premières. Donc les métaux de base, le pétrole. Ah, j'ai pas suivi du tout. Ça a baissé comme les métaux. Ils ont beaucoup baissé. Oui. Mais il y a des métaux fondamentaux. Le cuivre, par exemple, bénéficie de plein de tendances de long terme positives. Et ça vaut le coup, de mon point de vue, en tout cas, on regarde l'offre et la demande, ça fait partie des diversifications intéressantes. Allez, merci pour cet entretien avec vous. Vincent Mortier, directeur de gestion d'Amundi, invité de la grande interview en direct et en replay sur Boursorama. Merci. Merci.